Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit et Psycho. Aujourd'hui, nous rencontrons une thérapeute énergéticienne du nom de Léa Lezé. C'est une personne que vous avez déjà, je pense, pu voir dans un des sites qui est Le Coup d'œil qui inspire. Aujourd'hui, elle vient nous voir pour un tout autre sujet. Étant donné que professionnellement, elle est thérapeute, elle vient nous parler de ça et du lien qu'il peut y avoir entre l'esprit et le psycho, et plus particulièrement l'esprit et la santé. Donc bonjour Léa. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir ici et de vouloir un peu nous apprendre ton métier, tout simplement, qui est des plus intéressants parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement, j'ai envie de dire en vogue, ça fait presque un effet de mode et c'est pas Mais mais c'est un peu ça. Il y en a un. Disons que les personnes sont de plus en plus à l'écoute à ça. Oui, il y a différentes facettes de cet effet de mode et le positif, c'est que ça ouvre des portes à de plus en plus de monde. Exactement. Et ça, c'est génial. Et donc justement, comment es-tu atterri dans ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a amené à ce métier-là? Eh bien, au final, j'ai envie de donner deux réponses. La première, c'est que ça a toujours été en moi et au final, je savais qu'à un moment donné dans ma vie, je ferais ce métier-là. Notamment parce que j'avais un grand-père magnétiseur qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a formée par le jeu. Mais je pensais vraiment faire ça en dernière partie de carrière. Pour le coup, je ne m'imaginais pas qu'à 20 ans, je commencerais à devenir magnétiseuse, thérapeute énergétique. Tu peux essayer d'expliquer juste un peu toutes les cordes à ton arc? Parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas obligé de savoir, donc on dit thérapeute énergéticienne. C'est très large comme terme en fait. Pour le coup, j'ai un petit peu de mal à me situer par rapport à ces termes-là. Parce que j'ai développé ma propre technique, j'ai mon approche, je n'ai pas de protocole. Je me fie vraiment à mon intuition, mon instinct. Et chaque séance est très singulière pour le coup. Je travaille aussi bien sur le corps que sur l'esprit, que sur l'âme, que sur les vies passées ou vies parallèles, que sur les mémoires intergénérationnelles. Plein de belles choses quoi. Ça va très loin, ça va très loin. Ça va très loin, il faudrait plus de temps pour pouvoir tout expliquer, mais je pense que déjà ces termes-là pourraient parler à beaucoup. Pour que ça parle à beaucoup, parce que c'est vrai que c'est souvent des domaines qui ont des fois du mal à être acceptés par certaines personnes. Est-ce que tu aurais des exemples, je pense, de par ton expérience à toi, professionnelle, des exemples qui pourraient imager et aider les personnes à pouvoir comprendre un peu plus cet univers? Alors, si je dois expliquer les choses de façon succincte et assez claire, il existe une synergie en fait entre le corps, l'esprit, l'âme, entre ce que l'on peut ressentir et ce que l'on peut vivre dans notre corps au quotidien. Chaque émotion va donner un effet corporel, un effet sur le corps. La honte peut faire rougir, la colère peut donner mal au ventre. C'est déjà des exemples très très simples de l'effet d'une émotion sur le corps. Donc on peut imaginer qu'une même émotion répétée chaque jour pendant des années peut donner une maladie. Et donc moi mon boulot c'est ça, c'est d'aller chercher justement, peut-être même 20 ans après, ce qui à l'origine a provoqué la maladie 20 ans plus tard. On va retrouver par exemple chez des personnes qui ont développé un cancer à l'âge de 40 ans, une énorme frustration, un choc émotionnel qui a été vécu à ses 5 ans. Et donc là, c'est vraiment tout le boulot d'aller chercher la cause, de la régler, d'aller vraiment chercher aussi dans l'inconscient ce qui a été stocké dans la mémoire de la personne et ce qui mérite finalement d'être épuré, nettoyé pour qu'elle puisse... Alors pour les cancers bien sûr, on ne va pas se contenter de l'énergétique, mais déjà au moins au niveau émotionnel, pouvoir effacer et remettre au neutre ce qui a mal été digéré et pourrait finalement aider. Ouais, c'est justement d'ailleurs le rôle dans Esprit et Psycho, c'est vraiment l'état d'être à côté d'un traitement finalement. Oui c'est ça, parce que toute médecine a son importance et on sait très bien que dans le cadre d'un cancer, on ne va pas se passer de la médecine conventionnelle, loin de là. Mais par contre, la médecine conventionnelle va permettre vraiment de s'occuper du corps physique, mais il est très important de vraiment aller chercher la cause émotionnelle, la cause profonde, ce qui a provoqué au niveau subtil cette maladie, pour justement faire en sorte qu'elle ne réapparaisse pas après tous les traitements, que ce soit conventionnellement ou par l'énergétique. Tout est lié à un certain équilibre.
C'est ça, tout est équilibre. Mais dans la vie, tout est équilibre. Ouais. Absolument tout. Justement, donc tu nous parlais du lien de thérapeute. Il y a beaucoup de métiers qui existent dans la thérapie, même dans la médecine en général. Il y a plein de méthodes, voilà. Ouais, oui. Et donc, si tu devais présenter cette méthode que tu utilises par rapport aux autres, tu montrerais ça comment? Il y a deux choses. La première, c'est que finalement, il y a énormément de méthodes différentes, donc Reiki, médecine chinoise, réflexologie, magnétisme, il y a énormément de méthodes. Je considère que chacune a son importance parce qu'il y aura différentes approches. C'est tout l'intérêt. Au final, peut-être qu'une même personne, deux personnes différentes qui vont avoir la même maladie, ne pourront pas la régler de la même façon avec la même approche. Et donc il y en a une peut-être qu'elle réglera son problème avec moi, mais une autre elle réglera son problème avec une approche de médecine chinoise, une approche de Reiki ou peu importe. C'est vraiment oui, c'est une approche différente qui va correspondre à différentes personnes. Et je pense que pour le coup, c'est tout l'intérêt d'avoir un panel de thérapie, c'est de pouvoir choisir celle qui nous parle. C'est simplement ça. Après, si je dois aller plus profondément dans le truc encore, je pense qu'il y a autant de méthodes qu'il y a de thérapeutes. Ouais. Faut trouver chaussure à son pied. C'est ça. En fait, on peut se former au Reiki et avoir la même formation que 1000 autres personnes et pourtant, les 1001 personnes n'auront pas la même façon de pratiquer le Reiki. Donc c'est comme un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre, il faut souvent en essayer plusieurs avant de trouver celui qui vraiment a le feeling avec nous, quoi. C'est souvent comme ça, et d'ailleurs c'est pour ça que souvent des personnes vont dire lui il est bien, lui il est pas bien, et puis finalement une autre personne qui va passer à côté va dire totalement l'inverse. Et c'est normal, c'est la diversité qui fait ça. Et puis parce qu'on reste des êtres humains. Et donc forcément, on a notre vécu, nos bagages qui font que on va beaucoup plus, on va avoir une meilleure spontanéité avec certaines personnes qu'avec d'autres. Et donc pour le coup. Et donc justement, en tant qu'humain, on a un corps. Et ce qu'on voulait savoir, c'est comment un thérapeute énergétique peut voir le corps humain, comment tu peux l'interpréter quand tu l'as face à toi. Alors chaque thérapeute aura sa façon d'appréhender le corps. Moi, je l'appréhende comme un monde qui a son propre équilibre et qui fonctionne selon des règles qui lui sont propres. Et donc le but, l'objectif, c'est d'être toujours à l'écoute. Le corps, c'est un ensemble de facteurs tellement nombreux que je pense qu'un seul thérapeute ne peut pas tous les avoir en conscience. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de thérapeutes avec chacun sa spécialité. Mais ouais, le corps, c'est un ensemble d'émotions, de vécus, Le corps est constitué aussi selon les bagages des ancêtres. Et pour le coup, c'est presque comme un disque dur qui est en constante évolution. Qui a une certaine mémoire. Oui, une mémoire vivante, tout à fait. Et je vois vraiment le corps de cette façon. Il est intimement dépendant de ce qui est vécu au quotidien. Il est intimement dépendant du caractère, de la sensibilité de la personne qui l'habite. Et il faut prendre en considération tous ces petits facteurs. Et physiquement, est-ce que tu le vois toi autrement, réellement, quand tu vois une personne? Est-ce que tu as une autre façon de... L'image qui se présente à toi, est-ce qu'elle est différente? Ça dépend ce que je demande. C'est-à-dire que tout est une question d'intention. Là, par exemple, toi, pour le coup, je te vois tel que je pense 90% des gens peuvent te voir. Par contre, si je demande là tout de suite, donc je vais pas le faire parce qu'on n'est pas là pour ça, mais si je demande à voir tes zones pathogènes, les endroits qui éventuellement sont douloureux, etc., eh bien je peux les voir. D'accord. Je les vois. C'est sous forme... c'est une image ou c'est une image pensée, c'est-à-dire que ça se manifeste de la même façon. C'est un petit peu compliqué à expliquer et je pense que toutes les personnes qui ont un sixième sens développé le diront. C'est un petit peu délicat quand on a simplement le clair ressenti et pas la clairvoyance, c'est-à-dire voir avec nos yeux physiques. Moi, je vois avec mon troisième œil, c'est-à-dire que c'est un mélange de sensations et d'images qui se forment dans nos pensées. C'est très très complexe, c'est très difficile à expliquer, on n'a pas assez de mots pour expliquer. Mais c'est-à-dire que je ne vais pas voir vraiment physiquement ton corps changer ou prendre une autre couleur, quoique ça peut arriver, mais
globalement, ça ne prendra pas une autre forme, mais par contre, je sais qu'à cet endroit-là, il faut que ce soit travaillé. D'accord. Ou du moins que ça peut l'être. Et donc justement, tu évoquais étroitement le fait qu'il y ait un lien entre sa vie quotidienne et son corps. Est-ce que tu pourrais approfondir là-dessus? Est-ce qu'il y a réellement un lien étroit qui fait que quand l'on vit quelque chose, le corps, enfin ce qui apparaît dans le corps, pardon, est souvent lié à ce qu'on vit? Oui, bien sûr. Alors, c'est pas le seul facteur. Il y a énormément de causes de mots MAUX, mais le quotidien est assurément l'un des facteurs les plus importants et les plus impactants pour le corps physique. Et c'est tout l'intérêt, c'est toute la passion que j'ai dans mon métier, et même dans une introspection, me dire « Ah, là, j'ai mal au bras. Pourquoi ? Pourquoi là, tout de suite, j'ai mal au bras ?» Et en général, je trouve une explication. Et une fois que l'explication entre dans la conscience, ah bah oui, j'ai certainement mal au bras pour ça, la douleur s'en va. Et je montre la table de soins, j'ai souvent ce genre d'expérience-là avec des personnes qui viennent en soins, de « Ah mais là, tout de suite, j'ai mal à tel endroit ». Et donc l'info me vient, je leur dis « Mais vous n'êtes pas en train de ressentir ça par hasard, ou ce serait pas lié à ça ?»« Ah si, peut-être. » Et là, votre bras ou cette partie du corps, elle va comment? Ah bah, j'ai plus mal. Et donc justement, prochaine question que je voulais te poser, c'était est-ce qu'il y a réellement des contextes particuliers qui t'amènent à te dire tiens, ça c'est vraiment lié à ça, ou ça c'est vraiment lié à ça? Je pense notamment à la symbolique du corps, pour le coup. On va avoir tendance à retrouver des mots assez MAUX encore, assez communs, selon des situations de stress, ou alors par exemple un mal de dos se réfère assez souvent, assez régulièrement à tel ou tel état d'esprit, à telle ou telle émotion. Oui, la symbolique du corps est très très importante, et pour le coup on retrouve assez régulièrement les mêmes zones douloureuses dans les mêmes situations vécues par les personnes. Tu aurais quelques exemples à nous donner? Je pourrais par exemple penser au mot de dos. Le mal de dos, c'est quelque chose d'assez commun, et pour le coup, en général, encore une fois, la symbolique du corps, on fait des généralités, donc ça ne peut pas être une explication pleine et entière à chaque personne, mais ça nous guide assez souvent vers des problèmes liés au passé, ou par exemple, j'en ai plein le dos. Donc là, on sent qu'on porte une trop lourde charge sur le dos, notre vie est trop pesante, on en a trop sur le dos et c'est plus possible, ça fait mal. Ou alors le bas du dos, qui est souvent en lien avec les valeurs fondamentales. J'ai pu retrouver assez régulièrement en séance des personnes qui me disaient je viens de quitter mon ou ma conjointe, je change de maison, j'ai plus de travail, et là en fait c'est toutes leurs valeurs fondamentales qui sont remises à zéro, quoi. Ouais. Tout ce qu'elles pensaient, peut-être la fidélité, le fait de rester dans un même métier pendant des années, le fait de rester dans une même ville pendant des années, c'est mis à mal, entre guillemets, et pour le coup ça remet complètement à zéro leurs valeurs fondamentales. Et donc cette reconstruction de valeurs fondamentales va se poser en bas du dos. Vont se poser en bas du dos. Les expressions de la langue française découlent peut-être aussi de ces choses-là. On a une langue qui est très parlante sur les mots physiques et sur ce qui peut être vécu au quotidien. Oui. Ouais. Oui. J'ai rencontré une personne très très douée qui m'a formée pendant 2 ans. Alors formée, plutôt déformée, hein, c'est dire, parce que pour le coup il n'y a pas de méthodes qui m'ont été apprises, mais toutes ces petites curiosités au quotidien, que ce soit sur la langue française, que ce soit sur la symbolique du corps, sur des méthodes de travail dans les soins, développer ses propres méthodes, tout ça je l'ai plus ou moins appris, et effectivement décortiquer les mots, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire parce que c'est très très parlant. Oui. Tu nous parles de symbolique du corps depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais approfondir un petit peu la symbolique du corps, essayer juste de nous exposer avec les grandes lignes en général ce qu'est la symbolique du corps? La symbolique du corps, c'est le fait... En gros, la symbolique du corps, c'est le langage du corps. C'est-à-dire le langage du corps. Par exemple, dans un dictionnaire, tel mot se réfère à tel sens, à telle définition. C'est la même chose. La symbolique du corps, c'est j'ai telle douleur à tel endroit, quelle en est la définition.
On sait tous qu'une définition ne suffit pas à former une phrase et à former un ensemble. Mais en tout cas, c'est un élément qui va donner du sens à une phrase. C'est la même chose pour le corps. La symbolique du corps, c'est se dire « j'ai mal à tel endroit, à tel organe ». Ça veut certainement dire ça. Alors je regarde la définition. La symbolique du corps dit que ça peut se référer à tel choc émotionnel, à telle signification. Ok, ça donne du sens à tout un ensemble de symptômes dans le corps, ou tout un ensemble de faits vécus qui vont donner du sens à cette douleur précisément. J'espère être claire. La médecine chinoise est souvent, d'ailleurs, on voit beaucoup de livres où on peut voir notamment que quand on appuie sur telle zone, ça impacte tel organe. Est-ce que c'est similaire à ça ou pas? Alors, je ne suis pas formée en médecine chinoise, donc je préviens d'avance que je peux me tromper. Je peux me tromper dans tous les cas, mais là, c'est certain que je peux me tromper. Oui, alors c'est relativement similaire, mais le fait est qu'en médecine chinoise, il est quand même assez avéré que tel point se réfère à tel organe. Et c'est quasiment à tous les cas une réalité. Ouais. On utilise tel point d'acupuncture, tel méridien pour soulager tel organe parce qu'on sait que de toute façon ils sont reliés et qu'ils font fonctionner cet organe-là. Ce méridien est lié, par exemple, tel méridien est lié au poumon. Et donc je sais que si je travaille sur ce méridien, ça va travailler sur le poumon. La symbolique du corps, c'est peut-être un poil plus subtil que ça. Dans le sens où il y a quand même une plus grande chance ou un plus grand risque que ce soit assez incomplet et qu'il faille chercher d'autres informations complémentaires. D'accord, donc c'est pas que lié au chakra, au méridien, la symbolique. Non, ça peut être vraiment lié à des émotions, ça peut vraiment être lié à tout ce qui englobe la vie globalement. Et il y a aussi tout un... La symbolique du corps, en fait, elle est aussi diversifiée, encore une fois, qu'il y a de thérapeutes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que certains thérapeutes vont considérer que, par exemple, au niveau du diaphragme, au-dessus, c'est lié à la connexion divine, en dessous, c'est lié à la connexion à la terre, le côté droit est lié au masculin, le côté gauche est lié au féminin, l'avant du corps est lié au futur, l'arrière du corps est lié au passé, vraiment le côté, l'intérieur du corps est lié au présent. On peut trouver aussi, par exemple, le côté droit est lié plutôt au futur et puis le côté gauche est lié à ce qui m'est arrivé dans le passé. Il y a plein de symboliques différentes. C'est un outil. C'est-à-dire que un tournevis, on peut l'utiliser pour dévisser comme on peut l'utiliser pour ouvrir un pot de peinture. Ouais, c'est vrai. Pourtant, c'est toujours le même tournevis. Eh bien, la symbolique du corps, c'est la même chose. On peut l'utiliser de différentes façons. Il ne va pas toujours être utile dans tous les cas. Mais en tout cas, il est là. Il peut être utile à un moment donné. Donc le but, c'est de s'en servir à bon escient. Et donc justement, au niveau des outils, t'en aurais d'autres à nous présenter en parallèle de la symbolique du corps? J'utilise des outils qui, pour le coup, seraient difficilement compréhensibles pour des personnes qui ne sont pas encore initiées. C'est tout dans l'intuition. Le tout, c'est, je pense, dans ce travail-là, c'est de savoir visualiser, pour le coup. Il y a beaucoup de visualisation. J'imagine d'abord ce que je vais faire pour que ça ait une vraie action sur le corps, que ça se transforme. C'est presque comme un magicien et sa baguette magique. Il pense à sa formule magique, il fait le mouvement et ensuite ça se crée. Voilà, dans Harry Potter, c'est comme ça que ça fonctionne. Je prétendrai pas être Harry Potter, mais pour le coup, j'ai l'idée, j'imagine et ça se forme dans le corps. Ça, c'est quelque chose, je sais que c'est très difficilement admissible et compréhensible par une majorité de personnes, mais pour le coup, je fais le choix d'en parler malgré tout parce que c'est dommage de cacher quelque chose qui... Et puis c'est ton métier, aujourd'hui ça fonctionne, donc autant en parler. Tout à fait. Et donc justement, là on était sur ton côté à toi, c'est-à-dire ce qui se passe de ton côté. Mais après, quand quelqu'un traverse une expérience et justement a du mal à traverser cette expérience, qu'est-ce qui pourrait l'aider à améliorer toute cette période de vie qui est souvent chaotique? Est-ce que toi, tu aurais des outils autres que ceux que tu nous donnais là, mais vraiment des outils que tout le monde pourrait appliquer pour justement essayer de traverser ça tranquillement? Le premier outil, je pense, c'est justement d'accepter que parfois ça se passe pas tranquillement.
c'est de se dire que même si pendant une semaine je pleure et j'ai envie de tout taper et je suis mal et je râle tout le temps et voilà, c'est ok. C'est ok, ça fait partie du processus de nettoyage. Les émotions aussi ont leur harmonie, c'est-à-dire qu'à outrance elles vont provoquer des maux, mais à petite dose elles vont permettre le nettoyage, l'acceptation, la compréhension de ce qui nous arrive. Et je pense que la conscience fait beaucoup de choses. Avoir en conscience quelque chose. C'est pas pour rien que le diagnostic d'une maladie fait déjà un premier travail d'acceptation. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le flou, on n'est plus dans l'incompréhension de ce qui nous arrive, on a un mot, un terme ou une phrase, peu importe, mais on comprend d'où ça vient. Là, c'est mon job, pour le coup, de faire comprendre ça aux personnes, de dire ça vient de là ou ça vient de là. Mais c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve tellement de livres, de choses qui peuvent nous permettre de comprendre pourquoi le corps réagit de telle ou telle façon. Eh bien, c'est juste s'instruire et se dire, bon, ok, j'ai une maladie ou des maladies, j'ai un corps qui dysfonctionne ou qui a des soucis, eh bien, voilà, qui n'est plus équilibré. Je l'accepte et j'en fais même un challenge. Ok. Bah là, c'est un jeu. Vraiment être dans l'amusement constamment. Je parle en tant que personne qui a une maladie chronique, hein, donc je mesure l'importance de mes mots. C'est possible de se dire, ok, mon corps là, il est en train de me poser quelque chose, c'est une énigme pour moi pour le moment. Donc le jeu, c'est de trouver d'où ça vient et comment je peux régler les choses. Et donc là, forcément, ça génère de la motivation, de l'envie, de l'entrain. Et s'aimer soi-même. Ne jamais oublier que le plus important, c'est d'être en phase avec soi-même et de ne surtout pas s'en vouloir de quoi que ce soit et de ne pas se flageller de quoi que ce soit. Parce que en fait, on est notre meilleur ami, on est la seule personne qui peut tout comprendre de nous-mêmes. Donc si on est la première à se détester... L'équilibre est difficile. Voilà. L'estime de soi est extrêmement importante, déjà dans un cas général. Comment traverser paisiblement une expérience? C'est tout simplement être soi, être naturel, accepter ce qui vient à nous. Et puis se laisser être. Se laisser être, ouais. En fait, sans ajouter de termes après, juste être, c'est tout. C'est-à-dire qu'on essaie constamment de donner du sens à tout. Je pense que le meilleur moyen d'accepter quelque chose qui nous arrive, c'est d'accepter que c'est là. Ouais. Et que c'est peut-être en train de nous dire quelque chose. C'est en train de nous dire quelque chose, c'est en train de nettoyer quelque chose, parce que finalement, les personnes qui ressortent des séances ont souvent des symptômes. J'ai un peu mal de tête, j'ai du mal à dormir. Ça dure une petite période, c'est un nettoyage. Et après, c'est fait pour que justement, tous ces problèmes de santé antérieurs ne reviennent plus. C'est-à-dire que quelque chose que l'on n'accepte pas, que l'on ne veut pas entendre ou que l'on ne veut pas écouter de nos émotions, de notre esprit, va finir par un moment donné s'inscrire dans le corps. Parce que le corps, il n'est pas là pour être embêtant et pour dysfonctionner parce que c'est rigolo. Le corps, il est vraiment là pour nous dire, là, si tu t'en occupes pas, ça va être dangereux pour toi. Je pense que le corps, c'est même un soutien. C'est-à-dire que lui, il prend ce qu'on n'est pas capable de gérer émotionnellement. Et je le vois très très souvent, ça. Finalement, la cause d'un mot physique va être le résultat d'années et d'années de négation de soi et de négation de plein de choses qui finalement pourraient paraître logiques. S'aimer soi-même, ça paraît tout et rien en même temps. Et pourtant, c'est, je pense, que ce qui manque à 100% des personnes qui viennent ici. Et pour le coup, le corps vient juste le mettre en lumière. Là, si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras jamais être heureuse. Sauf que moi, je suis là pour te le montrer parce que la douleur, c'est la seule chose qui te fait réagir. Donc je suis obligée d'avoir mal pour nous deux. Parce que si j'ai pas mal, tu feras jamais en sorte de t'aimer. C'est beau. C'est très très beau. C'est surtout très très vrai. Ouais, là, j'ose le dire. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est une parole qui résonne beaucoup. Si tu avais un message à passer, imaginons que tu sois très loin et que pour aider la Terre, tu puisses lui passer un message, tu lui passerais quel message? L'amour et la tolérance, s'il vous plaît. Aimez-vous.
En fait, c'est aussi simple que de sortir de chez soi et faire un signe et un sourire à son voisin, d'être en voiture et quelqu'un vous grille la priorité, vous dites ok, c'est pas grave, on n'a rien, on est ok, on est vivant, tout va bien. Un merci de temps en temps, le plaisir de, je sais pas, d'engager la conversation avec quelqu'un, c'est déjà un petit peu d'amour en fait. Et je pense que ça nous manque beaucoup et c'est ce qui fait qu'il y a autant de déséquilibre dans ce monde, c'est que on oublie de s'aimer soi-même, donc on oublie forcément d'aimer l'autre. À partir du moment où on commence à s'aimer soi-même, on prend conscience que c'est le plus important chez l'autre aussi. Et donc c'est un effet de mimétisme. Je préfère un effet de mimétisme par l'amour qu'un effet de mimétisme par la haine pour le coup. Donc ouais, juste l'amour, aimez-vous et même si ça paraît cucul-à-praline, bah c'est cool. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Avec plaisir. Aujourd'hui, on a fait un premier numéro assez générique où on a présenté le métier de Léa. Il faut savoir que c'est un discours ouvert et que si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou même en message privé, etc. Parce qu'on a prévu de faire d'autres numéros un peu plus spécialisés sur chaque thème. Et donc peut-être que certains numéros pourraient venir de vous tout simplement. Donc je vous remercie, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée ou fin de tout ce que vous voulez en fonction du temps où vous êtes. Et puis je vous dis à une prochaine dans un prochain numéro. Merci beaucoup, au revoir.